Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir fait confiance et de m'avoir proposé de prendre la parole parmi vous. Je vais le faire avec beaucoup d'humilité parce que je crois que j'aurai davantage à apprendre de vous tous et du travail de terrain que vous faites. Et j'ai été passionné par les quelques échanges que j'ai déjà pu avoir avec certains d'entre vous. Donc nous savons tous que les innovations technologiques, loin de se succéder dans un temps linéaire sur le mode d'un progrès qualitatif continu, impliquent en fait des mutations profondes, tant sur les sociétés dans lesquelles elles interviennent, que sur les objets, les usages, les pratiques et bien sûr les individus et les communautés qu'elles affectent. Si l'on considère la longue durée historique, je suis historien de formation, les mutations qui ont affecté les supports et les pratiques de l'écriture ont eu des effets profonds, multiples et souvent imprévisibles. Mutations qui ont affecté la nature même des signes écrits, pictogrammes, idéogrammes, syllabaires, alphabet consonantique et vocalisé. Mutations affectant le support de l'écrit dans sa matérialité et son ergonomie, la tablette d'argile, la tablette de cire, les lamelles de bambou en Chine, le rouleau de soie puis de papyrus, le codex de parchemin, la nature de la reliure, etc. Mutations affectant la nature et le statut même des textes reproduits et affectant bien sûr les modalités de diffusion de l'écrit, manuscrit, imprimé, numérique, et au sein de chacune de ces catégories, avec autant de subdivisions liées au registre de l'écriture, au dispositif de l'impression, plaques de bois ou presse à caractère mobile, offset, héliogravure, sérigraphie, etc. Donc toutes ces mutations technologiques ont elles-mêmes eu des impacts multiples sur les acteurs de l'écrit, scribes, auteurs, éditeurs, imprimeurs, libraires, bibliothécaires, lecteurs, sur la formation des communautés d'écriture, de lecture et de réception, sur les institutions de prescription, d'authentification, de véridiction des savoirs, des spiritualités, des esthétiques et des langues, et bien sûr sur le statut même des textes et des savoirs ainsi matérialisés, éphémères ou durables, à circulation restreinte ou à circulation large. Il serait donc beaucoup plus juste de parler de transition en fondu enchaîné que de seuils nettement marqués et découpés. Le plus intéressant, en effet, ce sont sans doute les périodes de changement où une nouvelle technologie émerge, s'invente, s'expérimente, s'impose progressivement, alors que les technologies antérieures peuvent résister et peu à peu céder du terrain sur des périodes plus ou moins longues. Ces processus sont d'autant plus intéressants que l'on peut voir des survivances de la technologie ancienne dans les artefacts nouveaux, survivances des formes, des fonctions, des usages, des sujets. Ainsi, le codex ne remplace pas immédiatement le rouleau de papyrus, l'imprimé ne remplace pas immédiatement le manuscrit, et aujourd'hui, le numérique coexiste avec l'imprimé. Comme on le sait, par exemple, les premiers livres imprimés reprennent les traits typologiques, les caractéristiques graphiques, la mise en page des livres manuscrits. De même, une forme encore très répandue aujourd'hui des livres numériques, sous forme de fichiers PDF, se présente à première vue comme le clone numérique du livre imprimé, dont il reprend la même mise en page et les mêmes caractéristiques éditoriales. Donc, entre l'imprimé et le numérique, nous sommes aujourd'hui dans l'une de ces phases d'émergence, de recomposition, d'invention des possibles et de résistance de l'existant, pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas en praticien de l'enseignement secondaire, donc même en tant que spécialiste des nouvelles technologies, que je m'adresse à vous aujourd'hui, mais en tant qu'historien intéressé par l'aventure des savoirs humains sur la longue durée historique et dans le pluriel des cultures. J'ai fait le choix, dans mon travail, d'aborder cette histoire moins du point de vue des contenus, des idées,
des théories et des découvertes que de celui des pratiques, des objets matériels, des instruments et de toutes les dynamiques sociales liées au savoir. Je viens des lettres classiques et je me suis orienté dès mes premières années de recherche vers l'anthropologie historique du monde grec en étant un étudiant de Marcel Détienne, Jean-Pierre Vernon et Pierre Vidal-Naquet. Et au fil de mon parcours, je suis passé du contenu même des savoirs, la géographie, l'ethnographie, l'érudition antique, aux dispositifs et aux pratiques qui les produisaient, la carte, le traité, la bibliothèque. Et j'ai essayé de réintroduire donc dans le monde de nos bibliothèques, sur les rayonnages de nos sections grecques et latines, non pas le tumulte des combats d'Achille ou des danses des bacchantes, comme le fit Jean-Pierre Vernon, mais les voix, les gestes, les pensées, les opérations de ces lettrés, philosophes et polymathes qui vécurent, pensèrent et travaillèrent à Athènes ou à Alexandrie. Parallèlement, vers le milieu des années 90, j'ai eu la chance de participer à un groupe de travail dans le cadre de l'établissement public de la Bibliothèque de France sur la conception d'un poste de lecture assisté par ordinateur. À partir de stations Macintosh et des logiciels qui étaient alors à l'avant-garde, nous avons défini un cahier des charges et des fonctionnalités qui auraient pu constituer à l'époque une véritable plateforme numérique pour les chercheurs, pour les étudiants, qu'ils soient archéologues, traducteurs, philologues ou philosophes. Et cela nous a donc conduit à réfléchir très concrètement sur les opérations du travail intellectuel. De quel outillage avions-nous besoin? Comment les chercheurs en sciences humaines, les étudiants, la très grande bibliothèque, pouvaient-ils concevoir, imaginer un nouvel environnement de lecture et d'écriture adapté à leurs besoins dans le développement alors exponentiel de l'informatique personnelle? De ces expérimentations, il n'est malheureusement rien sorti de concret en raison des alternances politiques, mais aussi de l'émergence du web et de l'Internet qui ont surgi au moment où nous terminions notre travail, le web et l'Internet qui ont redéfini la nature et l'ouverture du terminal informatique. Du moins, entre Alexandrie et la très grande bibliothèque de nouvelle génération, voulue par François Mitterrand, j'avais pu construire cet objet particulier des pratiques lettrées et savantes qui sont au cœur de mon travail aujourd'hui. En 2014, nous sommes à des années-lumière déjà de ces temps préhistoriques de l'informatique personnelle. Et il est peu de domaines qui ne soient affectés aujourd'hui par le développement de ces technologies. Il est peu d'aspects de notre vie quotidienne, à tous les âges de la vie, qui ne subissent leur impact. Et je voudrais réfléchir sur certains des aspects les plus évidents de ces transformations en privilégiant le rapport au savoir et les problématiques de l'enseignement qui sont les vôtres. Un premier élément, me semble-t-il, un premier élément évident, est la constitution de nouveaux espaces, l'institution de nouveaux positionnements de l'individu en lui-même, pour lui-même, et en tant que membre de nouveaux collectifs, de multiples collectifs, qui peuvent ou non se recouper. Je dirais que, comme toutes les technologies de l'information et du divertissement, le numérique situe ses usagers dans de nouvelles dimensions spatiales. Que signifie être connecté à l'Internet, au web, à des réseaux sociaux? Où est-on? Où va-t-on lorsqu'on est face à un écran fixe ou mobile? Est-ce que le monde vient à nous? Et quel monde? Ou est-ce nous qui nous déplaçons constamment, mais pour aller où? La géographie des pays, continents, océans, est reconfigurée par la géographie du réseau, des portails, du labyrinthe, des portes d'entrée, des chemins de traverse. Cette géographie a ses propres cartes, avec ses fermes de serveurs, des grands industriels du secteur, avec les autoroutes transcontinentales de l'information, avec les tuyaux de nos fournisseurs d'accès, où les contenus circulent à grande vitesse ou parfois au goutte à goutte. Les échelles spatiales se redéfinissent dans la quasi-instantanéité des accès, mais aussi dans le temps requis pour accéder à une ressource pertinente, pour obtenir les réponses à cette requête. Cette géographie se configure aussi dans le pluriel des langues, selon leur force de résistance à la suprématie de l'anglais,
mais aussi selon les lignes de fractures économiques, sociales, politiques, qui excluent aujourd'hui encore trop d'individus, des pays entiers, de la libre circulation dans les mondes numériques. On peut choisir de voyager dans cet espace sans carte et sans boussole et de se laisser porter par les hasards de la navigation. On peut aussi se fier aux chemins tracés et proposés par d'autres, prescripteurs des usages, sélecteurs de contenus et de liens selon différentes axiologies. L'utilisateur des nouvelles technologies, utilisant des terminaux fixes ou mobiles, peut donc se déplacer dans cet espace ou plus exactement faire venir ces espaces à lui. Je peux passer d'un clic de souris de la British Library au Metropolitan Opera ou du site du Monde, le journal, au blog d'un Français expatrié à Tokyo. Je me déplace aussi dans le temps et dans les cultures, passant d'un site sur les manuscrits bouddhistes de Dunhuang à des pages sur l'actualité des Digital Humanities. L'un des premiers enjeux donc d'une éducation aux nouveaux médias serait d'introduire du relief, de l'organisation dans cet espace. Il faut apprendre à identifier les lieux, non seulement dans leur emplacement géographique, mais aussi dans leur valeur ajoutée, dans leur crédibilité, dans leur autorité, dans leur hiérarchie et parfois aussi dans leur positionnement mutuel. Il faut apprendre les règles qui configurent cette géographie, non seulement la position absolue des lieux, c'est-à-dire par exemple ces coordonnées que sont les URL, les localisateurs universels de ressources, mais aussi leur position relative dans des réseaux ou dans des hiérarchies de liens. On ne peut comprendre la carte de ces mondes numériques d'une manière statique. Ces mondes sont construits par des parcours, des connexions, des carrefours. Il faut apprendre à se repérer et à se déplacer dans ces espaces imbriqués et feuilletés, à y tracer son propre itinéraire, à y ancrer ses propres balises de repérage, à choisir les liens pertinents aussi, en fonction d'un questionnement, d'une recherche, bref, à faire émerger l'information pertinente dans l'immense bruit parasite du web, et je reviendrai sur ces aspects. Les nouveaux médias numériques donc assignent également au sujet un lieu nouveau et paradoxal. Il y a d'un côté comme une exacerbation de l'individu dans ce qu'il a de plus singulier avec ses intérêts, ses idées, ses goûts, ses activités, les multiples dimensions de sa trajectoire de vie. Le web est un espace où l'on s'inscrit, où l'on s'écrit sous la forme des pages personnelles des médias sociaux, Facebook, Twitter, blog, forum, etc. On y poste son image, son journal, ses convictions, ses chagrins et ses joies, souvent de multiples aspects de sa vie quotidienne et intime. Le web, donc, est un miroir des subjectivités, parfois un miroir des vanités. Mais en même temps, ces traces personnelles, ce miroir, sont aussi utilisés pour des profilages génériques, pour des catégorisations, pour des pistages à des fins commerciales qui font surgir au fil de vos navigations de multiples préconisations publicitaires en devinant mieux que vous ce que vous allez aimer. On est ainsi classé, assigné à des groupes, à un genre, à des tranches d'âge, à un profil socio-économique, à un style de vie, à un niveau culturel, loisirs, opinions politiques, degré d'équipement technologique, lecture, etc. L'individu roi devient ainsi un profil, un algorithme qui fait évoluer en temps réel les mondes numériques à son image et à son goût, mais aussi une tête de réseau dans une configuration bien plus vaste, réseau des contacts, réseau des affinités tissées au fil des clics, regroupant des amis dans des tribus virtuelles qui se déploient en cercles concentriques, du plus intime au plus lointain. Vertige des followers dans Twitter, des amis dans Facebook, des statistiques de fréquentation des blogs, des suggestions inépuisables de nouveaux contacts dans les réseaux professionnels, dans les réseaux des abonnés d'un site. L'émergence de ces nouveaux collectifs, de ces nouvelles sociabilités, pose de multiples problèmes quant à la démarcation des sphères privées et publiques, quant à la difficulté de faire disparaître les avatars de sa vie numérique lorsque le besoin s'en fait sentir. Il y a là une éducation à mener
sur les stratégies commerciales des grandes plateformes sociales, sur les enjeux liés à la vie privée, sur le labyrinthe des fonctionnalités et des conditions d'utilisation qui reconfigurent souvent d'une manière opaque les contours et les frontières du traitement des données personnelles. Cet aspect a déjà été évoqué dans l'exposé d'ouverture. Il n'en demeure pas moins que malgré ces risques, malgré ces écueils, les technologies numériques configurent des collectifs savants tout à fait nouveaux. Je pense aux groupes de discussion spécialisés sur une discipline, sur un objet de recherche. Je pense aux communautés qui peuvent se constituer sur un projet collaboratif, sur une écriture collective, sur la construction d'un savoir partagé. Je pense aussi à ce que les réseaux sociaux peuvent avoir de meilleur lorsqu'on les utilise à bon escient, en permettant le partage des expertises et des informations et la construction commune d'une information et d'un savoir partagé. Mon compte Twitter me permet d'être en contact permanent avec différents mondes sociaux, celui des humanités numériques, des sciences sociales, des études anciennes, de la musique classique, de l'édition, mais aussi de l'information généraliste. Choisir celles et ceux dont on va suivre les fils relève d'une forme de réglage fin, de même que l'on peut régler un tuner de radio en choisissant exactement la fréquence qui nous intéresse, et on sélectionne et amplifie l'information qui nous est utile et pertinente par rapport au bruit ambiant. Ce que je voudrais donc souligner, ce sont les nouveaux lieux de savoir qui peuvent être ainsi constitués dans le monde numérique. Ils peuvent être pleinement autonomes ou être corrélés à des lieux physiques, à des communautés réelles, in situ. Une classe, un séminaire, un cours magistral, par exemple, peuvent être ancrés dans un collège, dans une université, fonctionner dans le face-à-face des élèves et des enseignants, des étudiants et des enseignants-chercheurs, et en même temps avoir des prolongements, avoir une réalité dans l'espace numérique de travail partagé qui peut être restreint au groupe ou ouvert vers l'extérieur. On le sait, c'est là l'un des enjeux des nouvelles formes d'enseignement à distance. On a évoqué les MOOC, ces cours en ligne ouverts et massifs. Mais je suis convaincu que dans les expériences que vous faites, la classe numérique, l'existence du groupe et le travail du groupe de vos élèves sur des plateformes numériques est complémentaire, différent, approfondi, amplifie et donne une nouvelle dimension au travail que vous accomplissez dans le face-à-face avec vos élèves. Donc ces nouveaux dispositifs de communautés virtuelles, de communautés numériques, peuvent être conçus sur le mode d'un enseignement de masse, avec des dizaines de milliers d'apprenants, comme des opérations de marketing, où il s'agit de prendre place et date dans la féroce concurrence internationale qui existe actuellement sur le marché de la formation. Mais je pense qu'ils peuvent être aussi au service d'un tutorat attentif, associant pleinement les élèves au processus d'apprentissage, permettant des interactions personnalisées dans le respect du rythme et de la personnalité de chacun, et introduisant cette dimension temporelle particulière, cette pluralité de rythmes, cette pluralité d'évolution qui se prêtera aux progressions lentes, au retour en arrière, à la consolidation des acquis, et parfois à des progrès fulgurants. Donc des nouveaux liens de collaboration, de convivialité, avec ce qu'il faudrait instaurer, une personnalisation plus qu'une standardisation des relations. La classe in presentia peut donc être complétée, préparée, prolongée par une classe virtuelle, ou plutôt une classe située dans l'espace numérique, où chacun aura un lieu qui lui est propre, une voix et une existence qui lui sont propres, tout en étant partie prenante d'une communauté autour de laquelle se déploiera un environnement de ressources, bibliothèques, archives personnelles, exercices, contenus audiovisuels, manuels, dispositifs de tests et d'entraînement personnalisés, dispositifs d'écriture collaborative. Cet exemple des classes, des séminaires, des amphis de cours magistraux ou de travaux dirigés est au cœur de l'actualité pédagogique. L'enjeu est moins de reproduire à l'identique sur le web ce qui existe dans notre espace social et physique, dans notre espace professionnel, que d'inventer de nouveaux lieux de savoir, tirant parti des ressources numériques, sans impliquer de perte ou d'appauvrissement
par rapport à ce que l'on peut expérimenter dans les interactions face à face. Donc le numérique conduit à réinventer des lieux de savoir, comme le musée, l'exposition, la bibliothèque, l'archive, l'atelier, la salle de concert, le laboratoire, l'institution scientifique, mais aussi la classe, le collège et le lycée. Vitrine institutionnelle, mais aussi plateforme de distribution de ressources savantes et culturelles, adaptées à différents publics, vecteurs d'une culture en libre accès, comme de savoir ouvert au plus grand nombre. Ces lieux de savoir numérique, avatars de lieux réels ou lieux inédits, créés par l'agrégation de ressources disséminées, ces nouveaux lieux de savoir créent une géographie particulière que chacun peut organiser, figer ou faire évoluer selon ses propres intérêts. C'est évidemment à l'école, au collège et au lycée que l'on peut commencer à explorer la carte de cette géographie. Une seconde perspective de réflexion, après les lieux et les communautés, porte sur les matérialités et sur les opérations, sur les nouveaux supports, les nouveaux artefacts et leur impact sur des opérations et des savoir-faire. Je suis de cette génération qui a vu apparaître les premiers ordinateurs personnels avec les tout premiers logiciels de traitement de texte et d'illustration. Et peut-être parmi vous, certains se souviennent de MacWrite ou MacPaint sur les Mac 128K à disquette, qui était le nec plus ultra de la technologie que l'on pouvait acquérir à l'époque. Donc ces ordinateurs personnels ont d'abord été des objets de luxe, demandant des investissements financiers conséquents et répétés, car le développement très rapide des fonctionnalités, de la mémoire vive, de la mémoire de stockage comme des périphériques, obligeait un renouvellement très rapide du matériel, la fameuse obsolescence programmée ou non, et qui oblige sans doute aussi les écoles, les lycées, les collèges à un renouvellement régulier de leurs investissements. Pour un jeune chercheur comme moi, qui avait déjà accumulé dans les années 70 et au début des années 80 une masse colossale de travail sous forme de dossiers, de notes manuscrites, de photocopies, comme de fiches en Bristol, stockées et classées dans des meubles adéquats et des fiches qu'il fallait très souvent recopier en plusieurs exemplaires pour pouvoir les intégrer sous différentes entrées. Il est évident que l'émergence de ce nouvel outil, de l'ordinateur, impliquait un changement d'ergonomie, mais aussi l'invention de nouveaux usages, de nouveaux scénarios de travail et aussi de nouvelles formes de pensée. Donc en 25 ans, on est passé des disquettes au disque dur, amovibles ou non, au DVD, au stockage sur le nuage. On est passé des tout petits écrans monochromes aux grands écrans en couleur et en haute définition. On est passé de l'ordinateur de bureau à l'ordinateur portable et même à l'ordinateur ultra portable et à une nouvelle catégorie de supports, les tablettes tactiles, les téléphones intelligents. L'interface homme-machine dominant reste le clavier et la souris, le clavier qui peut être virtuel sur certaines tablettes, le clavier et la souris donc, qui permettent de saisir du texte, mais aussi d'accomplir des opérations, d'exécuter des commandes. Certes, il y a également les commandes vocales dans certains cas, il y a les surfaces tactiles qui introduisent de nouvelles gestuelles, prenant en compte la vélocité, la pression, le mouvement. La tablette devient un instrument quasiment musical par les interactions auxquelles elle invite. Mais finalement, l'interface du bureau virtuel, de cet environnement de travail, n'a pas fondamentalement changé depuis le Finder des premiers Mac. Certes, il y a eu des enrichissements graphiques, de nouvelles fonctionnalités, mais on conserve les barres de menus, les menus déroulants et une structure hiérarchique de dossiers contenant les applications et les documents. L'interface de l'ordinateur, comme les fonctions des logiciels, demande un apprentissage, une appropriation. C'est une évidence, mais je voudrais préciser ma pensée. Je pense en effet que l'informatique et tous les nouveaux interfaces technologiques voient s'affronter deux logiques. La première est la logique de l'interface, du système d'exploitation, du choix et de la hiérarchie des fonctionnalités opérées par chaque logiciel dans le continuum des possibles. Il faut comprendre cette logique et maîtriser, bien entendu, les commandes, les options, les fonctionnalités. La seconde logique est celle de l'utilisateur.
Il doit inventer ses propres routines de travail, adapter l'outil à ses usages, à ses besoins. Il y a là une forme d'intelligence pratique où l'utilisateur parvient à contourner et parfois à subvertir les logiques mises en place par les prescripteurs, à savoir les industriels qui conçoivent les interfaces et les logiciels. Et je serais tenté d'y voir le champ ludique de l'homme ordinaire, au sens de Michel de Certeau, qui peut y déployer ses ruses, ses savoir-faire, sa créativité dans les interstices des usages programmés. On le sait, les logiciels de musique assistés par ordinateur, les logiciels de traitement d'images et de vidéos laissent une immense place au hasard, à l'accident, à l'intuition. Les outils numériques, par leurs algorithmes, par leurs lignes de code, relèvent du savoir des ingénieurs, mais par leur marge de liberté et d'imprévisible qu'ils laissent aux utilisateurs, ils invitent aux pratiques du bricolage, pour reprendre l'opposition de Claude Lévi-Strauss. L'éducation au numérique doit permettre d'inventer ses propres routines, ses raccourcis, ses préférences, c'est-à-dire la domestication de l'outil par une forme de pensée sauvage, par une forme de bricolage. S'approprier un ordinateur, des logiciels, un espace numérique de travail, c'est donc configurer un lieu à soi, un lieu personnel, un atelier qui peut répondre aux exigences d'un métier, à l'articulation de plusieurs sphères, celle du travail, de l'apprentissage, des loisirs, de la vie personnelle, et qui puisse permettre aussi de passer d'une manière souple et intuitive du texte à l'image, du web au disque dur, du son à la vidéo, mais aussi d'une application à l'autre. Donc il faut apprendre à gérer, à constituer, à enrichir et à utiliser cet espace virtuel qui peut être sur une tablette, un ordinateur ou sur le nuage, qui est à la fois une table de travail, un atelier, un centre de triage d'informations, une archive, une bibliothèque, un auditorium et un cinéma. Je voudrais insister sur ce que le numérique change dans notre rapport à l'écriture, à la lecture et à la recherche. Écriture tout d'abord. Des traitements de texte comme le très dominant Word et son équivalent dans OpenOffice invitent à une réflexivité nouvelle sur les pratiques de l'écriture. Il y a d'abord les formes de visualisation du document. Les pages se succèdent le plus souvent verticalement au fil d'un ruban continu et on retrouve alors les formes du rouleau de papyrus antique, non plus horizontal mais vertical. Il faut le faire défiler avec la souris ou par des commandes clavier. On peut changer la forme même du texte, lui assigner un statut de brouillon ou de plan développé ou de page à son état final avec une mise en page. Donc écrire un texte sur ordinateur, c'est aussi apprendre les modalités de son édition, le choix des polices, de caractères, de leur taille, de leur graisse, le choix du découpage en paragraphes. C'est donc un apprentissage de la lisibilité, de la matérialisation d'un discours, d'une pensée, d'une idée et d'un savoir. Et c'est bien sûr inscrire l'écriture de son texte dans un processus évolutif, avec les corrections, les reformulations, les suppressions et les ajouts qui, contrairement à l'écriture manuscrite, ne nécessitent pas de recommencer toute la saisie du texte. On peut choisir d'occulter la chaîne de toutes ces modifications, de toutes ces opérations et de mise au point, ou au contraire la visualiser pleinement pour montrer le travail d'une pensée recherchant son expression. Le texte peut aussi faire l'objet de commentaires marginaux et même entrer dans des processus de correction et de rédaction collaborative lorsqu'il est partagé entre plusieurs utilisateurs. Et ce cas de l'écriture collaborative sur des espaces de type PAD, partagés par exemple entre les élèves d'une classe ou les chercheurs d'un même projet, est sans doute l'un des dispositifs les plus novateurs, les plus prometteurs, puisqu'il permet de voir le travail de la pensée soumis au filtrage et à la critique du regard et de la pensée des autres, le choix des mots, le travail sur l'expression et le progrès partagé et collectif vers un état de plus en plus précis et de plus en plus pointu du discours.
Donc ce que l'on apprend ainsi, c'est la fluidité du texte numérique, la réversibilité des étapes de construction, mais aussi les possibilités de son enrichissement constant, notamment par le biais de l'écriture à plusieurs mains. Je signale d'ailleurs un logiciel particulier existant sur Mac et peut-être aussi sur PC que j'ai utilisé pour la rédaction de mon dernier livre. C'est un logiciel qui s'appelle le Scrivener et qui déploie un espace rédactionnel tout à fait semblable à une table de travail surmontée d'un tableau en liège où l'on pourrait épingler des post-it de couleur pour saisir au vol une idée, un mot-clé, pour fixer une référence, pour marquer finalement les grandes lignes de ce qui reste à faire. Cet espace rédactionnel extrêmement souple utilise par exemple le texte que l'on rédige et les plans, les documents et les sources que l'on peut mobiliser dans un même espace de visibilité de lecture, c'est-à-dire qu'on peut juxtaposer, hiérarchiser, articuler non seulement différents textes, mais différents niveaux de textes et différentes sortes de documents. Il y a donc une palette d'options tout à fait créatives qui permettent, par exemple, de composer un texte complexe, une fiction, une pièce de théâtre ou un livre savant à partir de fragments qui sont rédigés dans un ordre non linéaire en fonction de l'inspiration et des idées qui peuvent surgir. Et in fine, on peut construire le texte d'ensemble en agençant les parties comme on le souhaite et en imprimant donc uniquement les états définitifs de la rédaction. La lecture est bien entendu une autre opération fondamentale affectée par le médium numérique. Dans le face-à-face du lecteur avec le texte sur écran ou sur tablette, on retrouve bien entendu les gestes de la lecture du livre imprimé, feuilletage, lecture lente, pose de signet, annotation manuscrite, surlignage de couleurs. Mais deux éléments me semblent foncièrement nouveaux. Le premier réside dans l'ouverture nouvelle du texte sur la bibliothèque. Sur un même écran, on peut avoir par exemple un texte dans sa langue originale et dans sa traduction, et on peut même comparer plusieurs traductions du même texte. On peut aussi juxtaposer un texte et son commentaire, voir ses commentaires, voir les commentaires que l'on écrit soi-même, en synchronisant la lecture de page en page et l'écriture de ligne en ligne. On crée ainsi l'équivalent de la roue à livre ou de ces pupitres tournants qui furent expérimentés par différents lettrés à partir du XVIe siècle pour permettre la consultation simultanée de différents ouvrages. Donc cette lecture assistée par ordinateur était au centre du projet expérimental que nous avons mené dans les années 90 à la Bibliothèque de France sous la direction de Bernard Stiegler et de Jean Gattegno. Donc il y avait un traducteur professionnel de l'allemand, Jean-Pierre Lefebvre, qui expérimentait la lecture comparative et critique de toutes les traductions d'un même texte préalablement numérisé. Il y avait un poète mathématicien, Jacques Roubaud, qui, lui, s'intéressait aux variations de ponctuation dans les premières éditions imprimées des tragiques français Corneille et Racine, elles aussi numérisées en mode image. Un philosophe, Patrice Loraux, travaillait, lui, à la conception d'un support de lecture tridimensionnel, un cube, qui porterait sur chacune de ses faces un texte, un commentaire, une traduction et un espace d'annotation personnelle, et qui permettrait, par exemple, sur une page d'Aristote, en grec, de passer en fondu enchaîné aux commentaires, à la traduction et aux annotations permettant de préparer un cours. Quant à moi, j'ai expérimenté des chaînes de travail nouvelles entre les premières versions du thésaurus de la langue grecque existant sur CD-ROM et qui regroupe la totalité des textes grecs de l'Antiquité de l'époque byzantine, des bases de données, des fragments de rédaction et d'interprétation. Cette lecture assistée par ordinateur et aujourd'hui assistée par tablette, assistée par le web, ouvre un immense champ d'expérimentation, de nouvelles formes de perception et d'usage des textes. Je voudrais pointer deux aspects qui me semblent tout à fait intéressants. Le premier est la lecture en réseau, la lecture partagée, la lecture comme activité foncièrement sociale,
réveillant des pratiques très anciennes, des lectures communautaires à haute voix dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance et à l'âge classique. On sait que l'une des fonctionnalités des interfaces numériques de lecture, logiciels ou tablettes, est la possibilité d'ajouter des commentaires, de surligner, de découper, de hiérarchiser le texte selon différentes échelles axiologiques. Alors cela peut être simplement un highlight à la manière de Facebook, ou une esquisse de commentaires marginal, ou simplement le marquage topographique d'un passage jugé particulièrement intéressant et pertinent. Pour les industriels fabriquant ces supports de lecture, comme par exemple le Kindle ou autres, pour les prescripteurs de contenu, pour ceux qui formatent ces fichiers, ces annotations de lecteurs mises en réseau, partagées, constituent une immense valeur ajoutée qui permet, là encore, le profilage des utilisateurs et des recommandations d'achat. Vous avez sans doute vu qu'Amazon vient de déposer un brevet pour anticiper les livraisons d'articles que vous n'avez pas encore commandés, mais que vous êtes susceptible de commander à partir précisément de vos historiques de navigation, de préférence et des annotations que vous pouvez porter sur les livres en format Mobi que vous avez achetés et annotés. Donc, anticiper les livraisons d'objets que vous n'avez pas encore commandés, on n'arrête pas le progrès. Mais ces écritures de lecteurs peuvent être aussi réellement une construction collective, l'élaboration d'une interprétation partagée, où le sens des mots, le sens des textes, la valeur du style, les contenus sont négociés dans une pluralité de regards, de réactions, de sensibilités, d'expériences. Et il peut y avoir donc un réel espace de dialogue et d'interaction autour du texte lu. On retrouve ici encore ces intelligences pratiques du lecteur braconnier de Michel de Certeau, qui s'approprie les textes et les modalités de leur interprétation en allant contre les prescriptions de ceux qui voudraient imposer une lecture et un sens unique. Donc lire à plusieurs fois, à plusieurs regards, confronter les approches, les expériences, les associations d'idées, la poésie de l'interprétation, les questionnements. Le texte numérique, dans le cadre scolaire ou universitaire, réveille tout à fait ces communautés interprétatives, si bien analysées par l'historien médiéviste Brian Stock. Le second aspect novateur donc, de ces pratiques de lecture numérique me semble résider dans ce que j'appellerais le nouveau écosystème du texte. Un texte peut en effet être pris dans un emboîtement d'autres textes. Il peut y avoir des changements d'échelle. Par exemple, passer d'une scène d'un texte dramatique à la tragédie entière, puis au corpus des œuvres de l'auteur concerné, puis au corpus des textes contemporains ou des textes sources utilisés par cet auteur. Il peut y avoir aussi l'articulation au plus près de l'espace lu de différents instruments de référence, des dictionnaires, une encyclopédie, des cartes géographiques, une iconothèque, des enregistrements audiovisuels, une grammaire, etc. Tel est l'environnement, par exemple, tout à fait unique du projet Perseus, accessible sur le web et qui offre, comme vous le savez, une ergonomie tout à fait novatrice de l'apprentissage des langues anciennes et en particulier du grec. Donc ce que le numérique fait au savoir, ce n'est pas seulement d'instaurer une nouvelle ergonomie de l'écriture, de la lecture. Le numérique modifie, développe des objets sur lesquels on travaille et modifie les opérations intellectuelles elles-mêmes. Je dirais que le numérique introduit une dimension constante d'expérimentation et qu'il ouvre un horizon de questionnement, d'hypothèses, de créativité et d'initiative. Le numérique doit être un outil de réflexivité et d'étonnement. Étonnement devant la technique, bien sûr, mais aussi devant ce que la technique fait subir à ces objets, devant des opérations qui semblent aller de soi. Écrire, lire, le texte, le livre. Je mentionnerai bien sûr les effets didactiques de la comparaison d'un facsimilé de manuscrit, d'un imprimé ancien numérisé, d'une édition de poche contemporaine, d'un e-book pour tablette de lecture.
juxtaposer, comparer, réfléchir sur l'évolution, sur les transferts, sur les métamorphoses, le tout devant être, bien entendu, confronté au livre imprimé physique, par exemple dans une visite dans le département des livres anciens d'une bibliothèque. Donc de l'une à l'autre de ces matérialisations du texte, qu'est-ce que l'on gagne, qu'est-ce que l'on perd? Quelles sont les significations ajoutées? Quels sont les contextes perdus? Quels sont les gains? Quelles sont les pertes? Qu'est-ce qui se joue entre la fixité et la plasticité d'une mise en page, entre l'ouverture et la clôture d'un livre? Je pense que le numérique doit libérer la créativité intellectuelle de l'élève, de l'étudiant, du chercheur. Il doit être une incitation à penser et à penser différemment. Il permet de générer, de tester, de valider des intuitions, des hypothèses sur un mode quasi expérimental et ludique. Il doit permettre le risque de l'erreur, le risque du contresens, mais également le risque de la découverte et de l'intuition. Par exemple, à quoi ressemble l'Odyssée d'Homère si je veux visualiser toutes les récurrences d'une même formule comme Ulysse aux 1000 tours? Quelle perception puis-je avoir d'un texte grec si je choisis de retenir dans le texte numérique uniquement les leçons d'un manuscrit particulier? Quelle compréhension puis-je avoir d'un roman de Stendhal ou de Flaubert si je dégage et visualise des constellations sémantiques de mots-clés et de toutes leurs ramifications contextuelles? Quel gain intellectuel si je transforme un roman en graphe, en carte, en nuage, en espace anamorphosé, en relief et en couleur? Autre exemple, l'histoire de l'art, les arts visuels, mais aussi la musique. Je pense aux possibilités de visualisation nouvelles permises par les découpages, les assemblages, les changements d'échelle, la possibilité de faire pivoter des objets tridimensionnels, de visualiser les étapes de réalisation d'un tableau, d'une sculpture, d'un bâtiment. Opération de modélisation 3D, visualisation de l'invisible. Je pense aussi à la valeur didactique extraordinaire d'une iconologie numérique dans la lignée des travaux d'Abby Warburg et de son atlas composé d'images imprimées, découpées, mises en série sur des tableaux, punaisés dans des ordres qui n'arrêtaient pas d'évoluer et de se transformer. Donc un atlas de l'histoire de l'art infini, indéfini, et qui travaillerait à montrer les dérivations des schèmes, des motifs, des symboles de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Sélectionner, combiner, ordonner, désordonner, comparer, visualiser des chaînes de transmission selon différentes hypothèses herméneutiques ou morphologiques. Ce sont là des possibilités extrêmement créatives d'ordonner un musée imaginaire, d'émettre des hypothèses fortes sur l'histoire de l'art et tout simplement d'apprendre à des élèves de regarder l'art d'un œil nouveau. Le numérique, donc, doit être conçu comme une boîte à outils qui peut être ludique dans les multiples détournements et bricolages qu'elle permet. Pourquoi ne pas initier, par exemple, des gamins à la musique classique en les faisant travailler sur des boucles, sur des échantillons, des mesures, des patterns, un peu à la manière de ce que Pierre-Henry a fait lorsqu'il a créé la 10e symphonie de Beethoven. N'est-ce pas là aussi une voie d'accès au son, à l'orchestration, aux structures de composition d'une symphonie classique? N'est-ce pas une étape dans une éducation de l'écoute, de la sensibilisation au son? Je laisserai mon ami Guy Cherkis se prononcer sur la pertinence de cette hypothèse. Donc écouter, visualiser, lire, écrire, réfléchir, interpréter, simuler, expérimenter, toutes ces opérations sont au cœur du renouveau des sciences humaines et sociales portées par les humanités numériques d'aujourd'hui. Et je suis convaincu que ces expérimentations et ce regard peuvent aussi être développés et pensés en liaison avec le monde de l'enseignement au collège et au lycée. Il est temps de m'acheminer vers ma conclusion et je proposerai quelques réflexions donc, sur les nouvelles formes de construction des savoirs. Je me situe à nouveau dans la longue durée historique. Nous sommes aujourd'hui confrontés, je crois, à une situation qui n'est pas sans précédent dans l'histoire, celle à la fois de la découverte d'un nouveau monde et de la confrontation à une masse inédite de données et d'informations. Ce fut le cas à Alexandrie, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Ptolémée Ier transposa dans son palais la configuration aristotélicienne d'un lieu de savoir
adossée à une bibliothèque universelle. Ce fut le cas au XVe siècle avec la découverte du Nouveau Monde. Ce fut le cas au XVIe, XVIIe siècle, lorsque l'imprimerie multiplia de manière exponentielle le nombre des livres en circulation. De même, au XVIIIe siècle, au temps des Lumières, on vit émerger la crainte de la submersion, mais aussi de la perte et de l'amnésie, toujours en rapport avec la masse des livres disponibles et la crainte d'une destruction massive des bibliothèques et de l'archive des savoirs humains sur le mode de l'incendie fantasmatique d'Alexandrie. Les réponses à ces situations inédites, à ces situations de crise, de seuil, les réponses à ces angoisses partagent un trait commun: se donner les moyens collectifs, pensés, réfléchis, d'une maîtrise à la fois matérielle, physique, logistique, mais aussi intellectuelle, sociale et politique, de ces accumulations, de ces tsunamis d'informations et de savoir qui risquaient de tout engloutir sur leur passage, précisément par trop-plein plutôt que par lacune. Confrontés à une collection de 490 000 rouleaux de papyrus, quelques années après la création de la bibliothèque du musée, les savants d'Alexandrie sont obligés d'inventer une palette d'outils pour faire émerger du sens, de la visibilité, de la lisibilité dans cet océan de textes. Ce furent les cartes catalogues du poète Callimaque qui firent émerger les structures des genres littéraires, des champs de savoir, le recensement des auteurs et de leurs œuvres, organisé dans un classement d'ensemble. Ce fut le travail des philologues alexandrins qui furent les premiers, à mon avis, à construire cet objet intellectuel central dans toute notre tradition culturelle, un objet pensé, construit précisément dans un travail collectif de lecture et de critique partagée, à savoir le texte qui venait se substituer dans sa cohérence, sa morphologie, son édition, sa nature éditée, le texte qui venait se substituer à la pluralité incontrôlée des exemplaires d'une même œuvre, exhibant mille différences. Ce furent aussi, toujours à Alexandrie, les dispositifs d'organisation du savoir, les lexiques, les collections de citations et de faits, les géographies et les cartes, les histoires universelles et les encyclopédies. On retrouve exactement les mêmes problèmes, les mêmes dynamiques à la Renaissance et à l'âge classique, qui conduisent une fois encore à la cartographie des textes et à leur stratification temporelle dans des bibliothèques inventaires, dans des livres bibliothèques, comme par exemple la bibliothèque universelle de Konrad Gessner, et c'était une tâche évidemment infinie, une tâche digne de Sisyphe que d'essayer de stabiliser dans un livre catalogue toute la production imprimée de l'Europe savante, puisque à peine le catalogue était imprimé qu'il était déjà dépassé et qu'il fallait par conséquent prévoir une nouvelle édition, et la tâche a été reprise par d'autres au niveau européen de cette époque-là. Il fallait aussi donc concevoir de nouveaux dispositifs pour gérer tous les savoirs enfermés dans les livres, par exemple les index, les concordances, les bibliographies, les collections de lieux communs, les collections polymatiques qui prolongeaient des pratiques déjà expérimentées dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Quant au XVIIIe siècle, on le sait, ce fut le temps d'une tentative de rassemblement et de formalisation des savoirs dans un livre qui serait une sorte d'arche de Noé, le livre des livres, l'encyclopédie, destinée à survivre aux bibliothèques menacées de naufrage. Donc chacune de ces étapes reflète des stratégies de maîtrise pour endiguer un déluge d'informations, pour structurer des savoirs en passant des livres individuels aux domaines dans lesquels ils s'insèrent, pour proposer aux lettrés et aux savants des tables d'orientation locales, régionales ou globales, ne portant que sur les temps présents ou ayant une profondeur historique, permettant de se repérer, de se déplacer et de trouver les ressources pertinentes et nécessaires à un moment donné. Dès Alexandrie également se mit en place l'un des traits fondateurs des mondes savants et lettrés, qu'il s'agisse de ceux de l'Occident, de l'Orient ou de l'extrême Orient, à savoir que la masse des livres, le nombre de textes, la quantité de savoir disponible excède les capacités de tout lecteur individuel.
La bibliothèque est un horizon, l'encyclopédie est un horizon, tous les savoirs du monde sont un horizon, qui peuvent être écrasants tant ils signifient notre finitude par rapport à l'infini des savoirs. Chaque lecteur doit donc apprendre à se repérer dans cet infini et à tracer ses propres cheminements personnels, partiels, inachevés et même hésitants. Ces cheminements peuvent bien entendu et doivent être encadrés par les enseignants qui déblayent le terrain, prescrivent les premières lectures, mais ils peuvent être aussi menés de manière autonome selon de multiples stratégies, aléatoires ou programmées, extensives ou intensives, digressives ou focalisées. Donc le numérique fait chacun d'entre nous et fait sans doute de tous vos élèves des voyageurs, des nomades, des braconniers, pour reprendre toujours les belles images de Michel de Certeau. Il faut essayer de tracer son chemin au ras du sol, tout en ayant simultanément une vision aérienne, cartographique, schématique de l'espace dans lequel on circule. Le numérique est un art du cheminement, qu'il s'agisse de lire, d'écrire, de lier ou de relier. Cheminer en liant, en déliant, en reliant. Il y a deux dimensions très intimement corrélées. Il faut apprendre à avancer, à aller d'un lieu à l'autre sans se perdre. Il faut maîtriser les bifurcations, savoir se repérer, mais aussi il faut savoir identifier les lieux où l'on se trouve, faire le point, comparer ces lieux, les évaluer et disposer de l'outillage critique pour sonder les terrains des sites que l'on visite et les informations que l'on collecte. L'éducation aux médias numériques doit donc apprendre à la fois le savoir-faire du cartographe et celui du géologue. Le cartographe sait situer les lieux les uns par rapport aux autres, dans des jeux d'échelle par lesquels ils s'emboîtent les uns dans les autres. Il identifie les zones sûres, les terrains incertains, voire dangereux. Il doit être en mesure de tester et de vérifier les boussoles, les cartes qui sont offertes au fil du parcours. Il doit comprendre leur logique de fonctionnement et il apprendra par exemple que les panneaux indicateurs de Google n'indiquent pas nécessairement le chemin le plus court ou le plus sûr, ni la destination que l'on cherche à atteindre. Donc il cherchera à comprendre la logique de ces cartes qui s'imposent immédiatement à nous et la manière de discriminer les innombrables réponses que Google peut apporter à n'importe laquelle de nos questions. Donc il faut apprendre à ruser, à tricher, à subvertir les logiques des liens promotionnels, des ressources immédiatement fléchées, à prendre le risque de l'errance et parfois de la perte, mais aussi à savoir émerger à nouveau, reprendre souffle et identifier le lieu où on se trouve. Donc notre apprenti voyageur, qui doit avoir une maîtrise cartographique, doit aussi prêter attention au terrain sur lequel il s'engage. Le sol est-il bien assuré? S'avance-t-il sur des sables mouvants? Remonte-t-il de l'estuaire vers la source? Ou est-il déjà en train de dériver au-delà du delta dans un océan complètement sans repère? Donc, se déplacer dans les territoires de l'information numérique suppose que l'on ne prenne rien au pied de la lettre, ou plutôt que l'on sache toujours authentifier les informations et les savoirs que l'on récolte. Je pense par exemple qu'une très bonne pédagogie à ces aspects-là consisterait à regarder l'historique des modifications de certains articles de Wikipédia, c'est-à-dire de passer de la vision et la lecture souple, uniforme, parfaitement lissée de la notice qui s'offre immédiatement, de passer donc de cette vision à la vision de l'échafaudage et, si vous voulez, des combles du grenier et des structures de soutènement du texte que l'on lit. Cette encyclopédie en ligne est une ressource extraordinaire aujourd'hui et rend accessible une immense masse d'informations qui est au cœur de nos pratiques quotidiennes, que l'on soit étudiant, simple citoyen, professeur ou chercheur. Mais qu'est-ce qu'une notice encyclopédique? Qu'est-ce qu'un savoir validé et admis? Qu'est-ce qu'un savoir qui s'appuie sur des sources, puisque c'est l'exigence de Wikipédia, et qu'est-ce qu'une source? Une notice de Wikipédia est-elle inscrite dans le marbre ou est-elle susceptible d'évoluer? Et si elle évolue, pourquoi? Comment un savoir peut-il à la fois être reconnu, publié, mis en ligne et en même temps être soumis à des transformations, à une évolution, à des perfectionnements?
L'historique des discussions, des débats, des controverses parfois sur certains articles montre les étapes de la genèse d'un texte, les nuances introduites, les ajouts, les suppressions, les reformulations. On peut aussi, sur certaines notices sensibles, observer les risques de falsification, les inflexions partisanes, les assertions non fondées. Donc, à l'inverse des encyclopédies imprimées, Wikipédia montre le savoir en train de se construire, processus ouvert et évolutif, ouvert à tous, et pas simplement aux clercs et aux auteurs autorisés. Et ce processus ouvert et évolutif n'est que très rarement stabilisé lorsque les modérateurs estiment qu'un article est à peu près parvenu à son étape finale. Donc le sens critique, la réflexivité, le questionnement, la comparaison, ces différentes opérations intellectuelles ne se réduisent pas uniquement au champ des savoirs abstraits de l'école, des études, de la recherche. Ce sont évidemment des qualités indispensables aux citoyens, à l'homme en société, à l'homme en quête d'une éthique et de forme de vérité. Oserais-je dire, par exemple, qu'il me semblerait important, dans le cadre scolaire, de travailler sur les falsifications volontaires de l'histoire, de la science et de la pensée. Je pense par exemple au texte de mon maître Pierre Vidal-Naquet, un Eichmann de papier, consacré à la négation de la Shoah par des penseurs et des historiens dévoyés comme Robert Faurisson. Comprendre les lieux, les gestes, la rhétorique de la falsification, la manipulation des preuves et des sources est indispensable à l'heure du web, à l'heure de la propagande révisionniste et antisémite, des débats éthiques et politiques sur la mémoire de la Shoah. On peut faire exactement la même observation sur certaines tentatives récentes pour réécrire l'histoire de la tradition culturelle occidentale en minimisant et en occultant le rôle de relais et de passeur de la civilisation arabe. Aristote au Mont-Saint-Michel, bien sûr, au cœur mythique de la chrétienté européenne, préservé de l'islam, préservé des traductions, des commentaires, du métissage et de la circulation des pensées et des savoirs. Donc voilà, le fil que j'ai trop longuement déroulé dans mon propos nous a conduit des machines aux logiciels, des réseaux aux individus, des programmes aux opérations, des apprentissages et de la pratique des savoirs pour les élèves, les enseignants et les enseignants-chercheurs, parce que je crois que nous sommes tous dans une même communauté face aux mutations actuelles, pour arriver à une nouvelle forme d'humanisme, le numérique comme facteur de construction et d'enrichissement personnel, de découverte, d'apprentissage, mais aussi d'émancipation et de formation du citoyen du XXIe siècle, dans sa conscience morale et politique, dans son rapport aux autres et au monde. Je crois donc que les médias numériques, les interfaces, les logiciels, les contenus numériques nous apportent peut-être moins des savoirs que des savoir-faire, un art de la mobilité intellectuelle, une ivresse de la curiosité, tout en gardant la maîtrise du labyrinthe, la constitution d'une culture et d'une conscience qui peuvent être à la fois éminemment personnelles et partagées dans des collectifs. Enseigner ces savoir-faire de nomades, de braconniers, de voyageurs, tel est évidemment le rôle de l'école, du collège, de l'université, mais aussi de tous les lieux de formation permanente et de l'enseignement pour les adultes. Il s'agit moins d'imposer une carte commune et standardisée avec l'autorité qui est celle des prescripteurs que de donner aux apprenants les moyens de tracer leur propre carte. Il suffit d'une bonne boussole, de quelques guides de navigation indiquant les trajectoires à suivre, de quelques compagnons de route, qu'ils soient moussaillons ou vieux loups de mer. Il suffit de repérer les premiers archipels au loin, la course du soleil, les constellations nocturnes, pour entamer la traversée de tous les océans. Je vous remercie. Monsieur le professeur, merci pour votre exposé tout à fait riche et dense, passionnant. J'avais une question de documentaliste.
Dans votre panorama, donc on est forcément très sensible aux références aux bibliothèques, Callimac, etc., aux cartes. Vous n'avez pas choisi de traiter, vous avez beaucoup parlé des Lumières, du 15e, 17e, du 18e, je n'ai pas entendu le 19e. Et pour nous, documentalistes, une révolution s'est déjà produite au 19e siècle et au début du 20e. En référence, on a, nous, en tête, vous avez parlé du livre sur le livre, du livre des livres. Alors pour nous, le livre des livres, c'est le traité de documentation de Paul Hotelet, 1934. C'est pour moi le départ. La classification décimale universelle est créée à ce moment-là, qui a ses côtés totalement désuets maintenant, mais Dewey et Paul Hotelet et d'autres. Comment vous situez cette entreprise mondiale? Parce qu'après tout, pour moi, le précurseur du web, c'est Hotelet, et c'est Lafontaine, pas Oscar, Henri Lafontaine, et donc ce grand mouvement de fin du 19e, il crée le monde d'Anéum, il crée cette idée que le monde est en carte, sur ces petites cartes. Il suffit d'aller à Mons, en Belgique, pour voir ce monde d'Anéum un peu ressuscité, que l'histoire du web est là, dans ces millions de fiches, dans des petites boîtes en bois, comme on a connu dans nos bibliothèques. Pourquoi cette impasse ? Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, je dirais qu'effectivement, l'émergence de ces outils que vous évoquez signifierait pour moi la fabrication de continuité ou de systèmes de référence et de mise en ordre très, très largement partagés. Je pense qu'on trouverait les mêmes efforts de standardisation, de définition, de construction de normes communes dans le champ de la cartographie, dans le champ des atlas, dans le champ aussi du balisage des espaces terrestres, des espaces célestes, avec la mise au point de glossaires admis par tous, enfin de listes de noms des corps célestes. Je pense qu'on retrouverait les mêmes tendances également dans les pratiques scientifiques de sciences dures, mais aussi de sciences humaines qui visent à définir des protocoles partagés et finalement des formes d'organisation, de production et de validation des savoirs qui seraient identiques, quel que soit le lieu où on se trouve, que ce soit Tokyo, Paris, Berlin ou l'Amérique. Donc les systèmes d'organisation des bibliothèques que vous évoquez, en particulier Dewey, je pense aussi au système de la bibliothèque du Congrès, ont un pouvoir effectivement considérable qui est de proposer une cartographie des savoirs plus ou moins largement partagés, mais maintenant je crois qu'elles font autorité, et donc de permettre le développement de collections sans doute de moindre importance, enfin d'importance différente, mais qui reproduisent exactement la même structuration et le même dispositif. Voilà, enfin, il faut certainement, pour les utilisateurs d'une bibliothèque, d'un centre de documentation, apprendre à comprendre cette logique, cette organisation, c'est-à-dire où trouver les données recherchées, où trouver les livres, les informations, les sources. Et je regrette simplement que dans le domaine du web purement documentaire aujourd'hui, on n'est pas l'équivalent de ces systèmes d'organisation de la documentation physique, livres, revues, ça reste encore à inventer. Oui, monsieur le professeur, une question. Vous avez évoqué des fiches Bristol que sans doute vous avez toujours conservées, qui sont toujours disponibles, et vous avez évoqué des programmes informatiques des années 80 qui vous ont sans doute permis de traiter des données. Et j'imagine qu'il est aujourd'hui difficile de lire ces données qui ont été réalisées avec des logiciels anciens, des ordinateurs anciens.
Cela pose sans doute la question de la pérennité ou de la persistance du savoir à travers les âges. Est-ce que le numérique ne risque pas de noyer le savoir dans un océan? Oui, c'est une expérience effectivement que les utilisateurs de l'informatique personnelle de ma génération font quotidiennement, c'est-à-dire à la fois des gains immenses en productivité, en inventivité, mais aussi une fragilité constante des supports, des données et de l'accès à ces données. Effectivement, des bases de données réalisées dans les années 80 à la Bibliothèque de France, il ne me reste absolument rien aujourd'hui. Il y avait un magnifique logiciel de gestion de bibliothèque personnelle qui s'appelait Marco Polo, et où j'avais créé des bases avec des milliers de pages. Et à un moment donné, ce logiciel n'a plus été développé parce qu'il répondait à des usages beaucoup trop pointus. Et la seule possibilité que j'ai, c'est d'exporter une toute petite partie de ces bases sous la forme d'un ruban continu de texte seul, parsemé de hiéroglyphes égyptiens ou chinois. C'est-à-dire que le travail pour restaurer ces bases est incommensurable. Et donc il faut... je crois qu'il faut accepter la perte, la finitude, les limites, et c'est sans doute l'une des choses que l'on doit apprendre aussi dans le cadre de la formation des élèves, des étudiants, des chercheurs, c'est-à-dire ne pas céder au fantasme de la conservation totale, au fantasme de la complétude, de l'infini, d'une sorte de bibliothèque de Babel, où tout serait dans tout. Il faut accepter qu'on ne lira pas tout, qu'il y aura des pertes, des destructions. Et même si une très grande réflexivité s'impose sur les mesures de sauvegarde au quotidien, mais bon, il suffit que les nuages que nous utilisons actuellement soient dispersés par un coup de vent et il n'y a plus rien. De même pour les serveurs, les logiciels qui nous permettent d'exporter, de reconfigurer des données. Je ne sais pas si certains parmi vous utilisent un logiciel bibliographique qui s'appelle Santé, que j'ai adopté parce qu'il est très ergonomique, mais je tremble à l'idée que cette société puisse du jour au lendemain s'arrêter. Donc la solution est du côté sans doute de l'open source et d'outils comme Zotero et d'autres qui sont portés par une très large communauté de développeurs. Je peux ajouter deux choses. Moi j'étais directeur de CRDP pendant pas mal d'années. J'ai toujours eu à faire à différentes entreprises des transferts de support sur différents types d'objets. Évidemment, il y a de la perte de la qualité, puis il y a un problème de sélection. Mais avec le web, il y a une autre dimension. Il y a une dizaine d'années, j'avais participé à un stage de formation à la BNF sur l'archivage du web. À l'époque, c'était très très nouveau. Mais là, j'ai tout de suite compris qu'effectivement, la question, je vais dire une banalité, mais c'est d'abord la question de la sélection. Aujourd'hui, effectivement, vouloir engranger tous les savoirs du monde et tout ce qui se crée, c'est absolument impossible. Et ça, il faut se l'appliquer. Donc, c'est sélectionner. Aujourd'hui, le web, on l'archive, c'est le nom, mais on sélectionne par avance, on fait des choix. Vous êtes dans l'exemple qui est souvent donné, c'est quelle trace garde-t-on, quelle mémoire garde-t-on d'une campagne politique, par exemple, même pour les présidentielles. C'est prédéfini. Ce que vous allez garder est prédéfini. Vous avez des campagnes, la campagne se déroule sur des médias différents. Vous choisissez à l'avance ce que vous allez garder. Alors ça suppose une éthique, une déontologie très très particulière de la part des conservateurs qui vont faire cette sélection. Puis après, il y a effectivement la possibilité de conserver dans le temps ces outils. Je voyais un reportage à la télévision l'autre jour sur les archives nationales et leur croissance au fil du temps et leur déménagement successif. Et ça devient énorme, mais c'est pas que du numérique. Et il faut se poser la question aussi de savoir si le numérique est le meilleur moyen de la conservation. Parce que c'est pas du tout sûr. Vous refaites du papier aujourd'hui pour stocker. Ça, c'est la mythologie du zéro papier. Elle est bien derrière nous. On refait du papier pour stocker parce que c'est ce qui est le plus pérenne, semble-t-il. Alors voilà. Alors après, moi, je voudrais en déduire une conséquence pédagogique. Un transfert.
apprendre à classer, c'est fondamental. Hein. Pérec l'a dit, penser, c'est classer. Je pense que aujourd'hui, apprendre à classer, c'est sûrement pas, de mon point de vue, entrer dans ces immenses classifications décimales qui ont existé, qui ont leur vertu, qui ont leur mérite et qui ont encore leur rôle aujourd'hui pour classer tous les savoirs du monde. Mais moi, il me semble infiniment plus important pour un enfant dès le CM2 ou dès la 6e à classer son propre ordinateur. C'est-à-dire que la bibliothèque, c'est sa propre bibliothèque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met dans sa propre bibliothèque, que ce soit une tablette ou que ce soit comme support, comme vecteur, peu importe. Mais qu'est-ce que je stocke? Qu'est-ce qui me vient de l'extérieur et que j'ai envie d'avoir? Ça peut être des livres, mais ça peut être aussi des images. Comment je constitue ma bibliothèque et comment je m'y retrouve. Le nombre d'adultes qui sont perdus sur leur ordinateur, ne serait-ce que dans une version d'un texte qu'ils ont créé, si jamais on écrit un peu, quelle est la bonne version. Oui, c'est des choses toutes simples. Mais savoir classer son propre ordinateur, pour moi, ça me semble quelque chose de vraiment ses propres fichiers. Pour ça que l'environnement numérique de travail, c'est quelque chose qui a des vertus absolument importantes, et pas seulement pour donner un environnement numérique de travail aux enfants, mais pour qu'eux-mêmes se l'approprient. Comment ils font leurs dossiers, qu'est-ce qu'on met dans les dossiers, etc., comment ils s'y retrouvent. Quand j'ai fait l'expertise des Landes, c'est pas une anecdote, hein, je crois, de l'opération Un ordinateur portable qui a une grande ancienneté, plus de 10 ans, donc on expertisait au bout de 10 ans, les 4 inspecteurs généraux que nous étions. On discutait avec le président du Conseil général, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli. Et puis, lui, sa motivation pour faire cette opération, c'était de dire l'ordinateur, c'est le cahier de demain. J'ai dit oui, mais Monsieur le Président, est-ce que les cahiers, vous les brûlez à la fin de l'année? Est-ce que c'est une optique logique de formation? Pourquoi vous me dites ça? Je dis parce que ce que vous faites, dans le passage à 4e à 3e, vous arasez les disques durs, et les enfants ont travaillé toute l'année sur des disques, et puis, en fin d'année, ils n'ont rien. Mais ils stockent, et je suis tout sûr. Que tous les enfants ont pris soin en tout cas ces manipulations-là, de pouvoir garder une trace de ces apprentissages. C'était pas forcément évident pour tout le monde. Alors on a fait changer un peu les choses, au moins une pérennité sur 2 ans, mais l'idée que ce qu'on apprend, ce qu'on fait, c'est non seulement les savoirs qui sont les savoirs définis par l'école, mais aussi les façons d'aller vers le savoir. Et apprendre à classer, pour moi, est un élément tout à fait essentiel. Bonjour. J'aurais une question qui porterait sur votre conclusion. Donc, à la fin de votre présentation, vous avez souligné l'importance d'aider les élèves à choisir les indicateurs pour cheminer en bon cartographe et en bon géographe. Et je me pose la question de la construction de ces indicateurs et de la nature de ces indicateurs et de notre responsabilité donc en tant que communauté éducative. Donc, est-ce que ces indicateurs, déjà nous les avons? Est-ce que ce sont les bons? Est-ce qu'il faut, comment faut-il les construire? Est-ce qu'il faut les co-construire avec les élèves? Est-ce qu'il faut que la communauté éducative, chercheurs, enseignants s'en emparent et peut-être développe des approches de recherche de type anthropologique ou ethnologique du numérique? Est-ce que ça a un sens de travailler ensemble sur ces objets pour mieux accompagner nos élèves et mieux identifier ces indicateurs dont ils vont avoir besoin? C'est vrai que c'est un vaste chantier. Je serais tenté d'abord de dire qu'il est pratiquement impossible et impensable de proposer une cartographie stable, durable de ces points de référence sûrs du web, puisque par définition c'est un monde en mouvement perpétuel. Donc il faut sans doute au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la classe, qu'il y ait à la fois un apprentissage commun des procédures de discrimination, d'identification, d'authentification, et le repérage peut-être d'un ensemble de portes d'accès ou de points d'entrée. Je pense cela ne peut pas être fait de manière générale, mais peut-être sur
un sujet particulier, sur un objet de recherche particulier. Voilà, et donc enfin, c'est l'apprentissage des procédures plus que des localisations. Je dirais qu'à un niveau alors plus général, c'est une question sur laquelle nous réfléchissons dans le cadre de ce regroupement d'universités parisiens qu'on appelle ESAM universités, c'est-à-dire hautes études, arts et métiers. Il y a également Paris 1 dedans. Et donc, il y a parmi nous des spécialistes de l'éducation permanente, de l'éducation pour adultes et de l'éducation pour le premier cycle, de l'éducation pour enseignants-chercheurs. Et dans notre réflexion sur le numérique, on souhaite voilà, créer une sorte de laboratoire, de lieu d'expérimentation et de travail sortant très largement de l'enseignement supérieur pour aller vers le secondaire, également vers l'espace de la cité, vers l'espace de la ville, des décideurs politiques, économiques et autres, pour bâtir les éléments d'une culture commune, de savoir-faire commun, qui intégrerait la fluidité de ces reconfigurations cartographiques avec des principes critiques stables. Alors je suis très généraliste, mais je pense que le point de départ est sans conteste le travail que vous ferez en classe et qui doit s'intéresser effectivement à la question de la falsification, de l'erreur, de la manière de recouper des données, de la manière de confronter des expertises, de repérer les différents lieux d'énonciation, c'est-à-dire qui est-ce qui parle à travers un texte web, trouvé sur le web. Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est une institution? Est-ce que c'est un média? Est-ce que le texte est signé ou pas? Quel est l'échafaudage des preuves, des sources? Quelle est la construction de l'argumentation? Est-ce que c'est un discours d'autorité, de persuasion ou autre? Donc là, on tombe déjà à un niveau extrêmement fin d'analyse du discours, des procédures de raisonnement, de persuasion, de conviction, de la fabrication du crédible et autres. Donc je pense que c'est très empirique. Il y a une dimension extrêmement empirique et on doit pouvoir prendre des objets d'actualité ou des questions de société pour montrer concrètement les pièges à éviter, la manière de valider, d'authentifier des informations et d'en discréditer d'autres. Et je crois que certains d'entre vous travaillent sur les canulars et sur les hoax, et c'est sans doute là aussi un très bel objet de comprendre qu'une diffusion extrêmement importante pour certaines informations n'est pas nécessairement la preuve de la réalité des informations transmises. Monsieur Jacob, je voudrais vous poser une question qui va revenir sur une expression que vous avez employée tout à l'heure, qui est la pensée sauvage. Mais ma question, elle va aussi concerner monsieur l'inspecteur général. D'un côté, nous avons des élèves, nous aurons de plus en plus d'élèves utilisateurs du numérique qui vont pouvoir développer en quelque sorte leur pensée sauvage, comme vous avez dit. Vous avez également employé le mot de bricolage, c'est-à-dire que les attitudes, évidemment, que nous allons observer, que nous observons déjà, vont profondément se modifier. D'un autre côté, en face, nous avons des outils qui, me semble-t-il, transforment leurs utilisateurs selon leur propre logique intégrée. Si bien qu'on peut faire l'hypothèse que les élèves vont être de plus en plus dans ce dialogue avec l'outil. Et la raison pour laquelle je disais il y a quelques instants que ma question allait concerner monsieur l'inspecteur général est la suivante. En quel sens ce à quoi nous allons assister repose-t-il la question du système éducatif, d'un système éducatif auquel les élèves, on peut penser en tout cas que les élèves vont échapper de plus en plus à cause de ce dialogue continu avec le numérique.
D'abord, j'aurais tendance à reprendre ce que disait le professeur Jacob sur les temps longs. Le bouleversement des choses, du monde, il n'est pas immédiat, et c'est valable en particulier pour le système éducatif. Moi, je trouve que on a un système éducatif, certes, mais on a aussi des grandes variations entre les professeurs eux-mêmes et leur façon de concevoir leur relation au savoir. On a des débats dans la société. Donc moi, je crois que sur ces questions-là, c'est pas pour se défiler, mais je pense qu'un des changements attendus de ce système éducatif, le nôtre, c'est sa possibilité d'être managé, gouverné, organisé différemment, et en faisant, comme je disais tout à l'heure, plus confiance au niveau local, c'est-à-dire que les questions soient saisies, qu'on s'en empare au niveau local. C'est les communautés qui ont des questions à traiter, et il faut des réponses de communautés. Je prends des exemples. Je reprends au fil des rencontres qu'on peut avoir, et je suis frappé par le fait que la navigation, l'océan dont vous parliez, c'était aussi le thème de Bordeaux, qui est engagé dans une série de 4 colloques annuels sur la navigation, les boussoles du numérique cette année, etc. Donc les cartes, les moyens, etc. Et on parlait beaucoup des incivilités numériques et auxquelles étaient confrontés un certain nombre d'établissements. Alors, il y avait 2 raisons pour lesquelles, j'ai retenu qu'il y avait 2 raisons pour lesquelles elles n'étaient pas tellement importantes, que ça conduisait pas à des graves problèmes, des conseils de discipline, des exclusions, etc. C'est que, dès que quelque chose apparaissait, l'exemple de propos infamants était donné sur le web, sur le site web d'un collège, tout de suite on s'en était aperçu localement, et tout de suite ça avait été éteint, et les malheureux élèves qui avaient fait ça étaient absolument pas conscients que ce qu'ils avaient écrit était tout de suite porté sur l'ensemble du net, et que ça discréditait leur collège. Une simple réaction de bon sens au niveau local, sans sanction, a permis tout de suite de faire une éducation aux médias en acte. Voilà. Alors ça, c'est des faits de déviance dans les outils, comme vous devez en connaître régulièrement, et qu'on peut traiter tout de suite sans autre procédure. Une deuxième raison de se satisfaire, en tout cas dans cette académie, c'était l'action du CLEMI, qui était extrêmement en veille, qui est extrêmement en veille, et qui fait des actions de formation régulières sur tous les problèmes, sur toutes les difficultés qu'on peut avoir. Cette sensibilisation en amont permet d'éviter peut-être des difficultés. Mais on n'est qu'au début de l'aventure. Et je crois que demain, quand tous les élèves vraiment, mais peut-être qu'ils le sont déjà, mais quand tous les élèves seront dans une situation où ils seront non pas interdits de portable ou de smartphone dans les établissements, mais plutôt encouragés, ça va poser d'autres problèmes. C'est comment on fait pour gérer des jeunes, des enfants, des préadolescents, puis des adolescents, dans cet environnement où effectivement on peut faire tout un tas d'autres choses avec l'outil. Moi, je ne sais pas vraiment répondre à la question que vous posez. Je pense qu'on va vivre ensemble. Vous allez vivre une aventure, je crois, passionnante, parce que le numérique va bouger les relations. Si vous permettez, non pas du tout pour monopoliser la parole, mais j'avais 2 exemples à l'esprit en vous posant cette question, qui n'avait absolument pas pour objectif, évidemment, d'obtenir une réponse immédiate, parce qu'effectivement c'est une question, à mon avis, une question de fond, une question d'avenir. Je pensais à 2 formes d'autorité au sens large, autorité pédagogique dans un système éducatif, qui sont les programmes. Les programmes d'une part, et je pensais d'autre part à ce terme que vous avez prononcé aussi tout à l'heure, me semble-t-il, Monsieur Jacob, qui était le terme valeur. Et quelles sont les valeurs du numérique, par exemple, hein? Voilà, je pensais à ces 2 axes de réflexion-là, en posant cette question plus globale sur le devenir d'un système éducatif. Oui, je pense que vous êtes davantage en mesure que moi d'apporter les réponses, puisque vous êtes des acteurs de terrain, mais il me semble
sans doute une voie d'accès ou une ligne de conduite partagée serait de développer au maximum la réflexivité, c'est-à-dire effectivement de faire prendre conscience de ce que c'est que s'exprimer sur un réseau social, de se mettre en scène en tant qu'individu sur un réseau social, et réflexivité aussi sur l'ensemble des pratiques que l'on accomplit dans le cadre scolaire, c'est-à-dire je pense que vous le faites déjà, mais il s'agit non seulement d'enseigner des contenus, mais aussi d'apprendre à apprendre, d'apprendre à comprendre et d'apprendre à être aussi très, très fondamentalement. Et dans ces apprentissages, je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de réfléchir constamment au rapport entre soi et les autres, entre soi-même et l'instrument, entre l'instrument et ce qu'on essaye de dire, de construire ou de partager. Vous savez, moi, je conçois le travail intellectuel dans la très grande diversité de ses formes comme un travail d'artisan, c'est-à-dire pour moi c'est vraiment l'atelier, la table de travail, les outils et des gestes qui peuvent être des gestes de maniement d'instruments, maniement de clavier, d'ordinateur, de téléphone, etc., mais qui sont aussi des gestes discursifs, parce que prendre la parole, parler, intervenir, questionner, répondre, ce sont des gestes très, très importants. Et les procédures de pensée, raisonner, s'opposer, comprendre, synthétiser, trouver un exemple, etc., ce sont aussi des opérations très, très concrètes en elles-mêmes, où on prend des objets, on les travaille, on regarde une question sous un angle différent, etc. C'est ça qui m'intéresse finalement dans l'histoire des savoirs humains et de leur transmission. Et je crois que l'époque de transition que nous vivons actuellement est extrêmement intéressante puisqu'elle confronte des formes d'ateliers très différents. Et je crois que je ne ferai pas injure aux professeurs ici que de dire que sans doute leurs élèves sont parfois davantage impliqués dans ces nouvelles technologies et dans leur usage quotidien que peuvent l'être des gens de notre génération, qui doivent faire sans doute un effort plus grand d'appropriation, d'interprétation, et avec un recul qui peut être bénéfique aux élèves. Moi, je crois qu'il faut aider les élèves. La première priorité, pour moi, ce serait, si j'avais à écrire les programmes, ce serait de mettre quelque chose sur aider les élèves à construire leur propre environnement de connaissances, de savoir et de relations. Je trouve que là, c'est peut-être général de dire ça, mais il me semble que l'établissement devrait être un lieu d'organisation de ces savoirs, l'établissement au sens général, dans ses relations avec l'extérieur. Je pense que aider l'élève à faire ça, à s'y retrouver, ça me paraîtrait quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'il faut probablement prendre un peu de distance avec des modes d'évaluation trop exclusivement centrés sur des compétences techniques. Je ne sais pas si vous regardez le B2I tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez toute une série d'items, mais on peut savoir faire tous les items un par un, mais ça peut être très distant de ce qu'est la connaissance, de comment on s'approprie les choses. Et donc, pour faire ça, il faut seulement développer des stratégies mobilisatrices pour les élèves. On ne peut pas ne pas évoquer les questions des élèves décrocheurs. Et c'est quand même quelque chose d'absolument bouleversant. Enfin, on ne peut pas rester avec un système français qui a autant d'élèves en difficulté. C'est pas normal. Donc, comment on peut raccrocher ces élèves, éviter qu'ils décrochent?
le numérique n'est pas une solution miracle, mais comment faire? Moi, je crois que c'est par l'intérêt propre des élèves. Les élèves ont certainement des champs d'intérêt. Comment partir de leurs champs d'intérêt pour les amener vers des savoirs que nous pensons absolument indispensables pour vivre en société, pour avoir un développement personnel important, pour avoir une activité professionnelle. Donc, il faut repartir de ces questions-là. Et ces questions-là, dans mon point de vue, elles ne peuvent plus être traitées uniquement au niveau national. Il faut que notre société, notre système éducatif sache débattre et que dans tous les échelons, on puisse avoir réellement, pas une fois tous les 5 ans, et organisé par la rue de Grenelle, mais je crois que effectivement, l'institution des conseils pédagogiques, ça devrait être ça. Ça devrait être se préoccuper de vraies questions qu'en équipe, on traite et on apporte des réponses au niveau local aux élèves qui ont des besoins particuliers avec tous les savoirs qu'un établissement réunit. Et ils sont nombreux. Bonjour, ma question portera sur la mémoire dont vous avez assez peu parlé. Je parle de la mémoire humaine et non pas des lieux de mémoire matérielle ou immatérielle et des chemins qui y conduisent. Je voulais juste d'abord raconter une anecdote sur un jeune élève qui vivait au XVIIe siècle, Jean Racine, et qui se vit confisquer un livre dans son collège, un roman galant qu'il était interdit de lire. Donc son précepteur brûla le livre et puis Jean Racine revint quelques semaines plus tard en donnant le même exemplaire, enfin un nouvel exemplaire du même livre, en disant vous pouvez le brûler. Et évidemment, il l'avait appris par cœur. Donc là, on a beaucoup parlé de l'accès au savoir. Et effectivement, c'était passionnant, mais je me demande ce que nos jeunes navigateurs, nos jeunes élèves, pourront raconter à l'issue de leur voyage. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir naviguer, ils vont pouvoir trouver des points cartographiés, mais pour quel récit, quelle odyssée vont-ils raconter à la fin du voyage? Oui, votre question est tout à fait pertinente et il y aurait sans doute un volet que j'aurais dû rajouter à mon exposé, mais il était déjà beaucoup trop long comme ça. Enfin, pour moi, les parcours, enfin, que ce soit le parcours d'un livre ou éventuellement l'écoute d'un cours, l'écoute d'une leçon en classe, l'écoute d'un séminaire ou encore une navigation sur le web, ce sont des... Enfin, je pense qu'on pourrait les métaphoriser sur le mode de différentes stratégies. Je pense toujours à Michel de Certeau, qui est un auteur, enfin je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire, mais c'est encore un penseur extraordinairement actuel, en particulier son livre « L'invention du quotidien ». Donc, qu'est-ce qu'on ramasse en chemin? Il y a effectivement des chasseurs-collecteurs voilà, qui peuvent suivre éventuellement un gibier sur la longue durée et ils essaient de l'attraper, ils n'y arrivent pas, donc ils vont plus loin, ils développent tout un ensemble de ruses pour s'en rapprocher. Il y a des personnes qui peuvent cueillir effectivement ce qui se trouve sur le chemin et donc qu'est-ce qu'on récolte? Ça peut être l'adresse d'un site, ça peut être une connaissance objective, une prescription de lecture, un texte, un document ou quelque chose qui peut arrêter le parcours aussi définitivement. C'est-à-dire on se dit j'ai besoin de rester là et de creuser en permanence. Donc je rejoindrai aussi ce qui était dit par monsieur l'inspecteur tout à l'heure, à savoir que le problème qui se pose est de finalement comment non pas thésauriser mais valoriser, archiver, conserver tout ce que l'on ramasse en chemin et éviter finalement que les traversées sur le web soient uniquement un fondu enchaîné ou un zapping où on appuie sur une télécommande et où on a plein d'images et de sons dans la tête. Donc il faut apprendre effectivement à sélectionner, à archiver et à mettre dans des dispositifs voilà, de conservation et en même temps de consultation. Il y a des outils, je ne sais pas si vous les utilisez, des sortes de carnets virtuels qui existent aussi bien sur Mac que sur PC
Et ça ressemble vraiment à un carnet, il y a même la spirale. Hein. Et ce sont des carnets qui fonctionnent où on peut mettre du son, de la vidéo, des liens, mais aussi des textes. On peut chercher dedans de manière transversale. On peut organiser ces carnets par section, rubrique, page, et on peut articuler différents carnets ensemble. Moi, c'est quelque chose qui est au centre de mon travail de recherche et de mon travail quotidien, où on peut, archiver tout un ensemble de données, y revenir, être sûr de les retrouver et conserver un peu une mémoire, alors qui est extrêmement personnelle, c'est-à-dire ce que je retiens moi de mes parcours n'intéressera pas un collègue qui a une forme d'esprit différente. Oui, mais moi j'aurais envie de prolonger parce que apprendre à apprendre, mais il faut aussi apprendre. Moi j'ai l'impression que il y a une phrase que j'aime bien, c'est avec Google, ou prenez un autre outil si vous voulez, on ne trouve pas, on ne fait que retrouver. Et ça, je pense que c'est assez juste. Finalement, on ne cherche que ce qu'on sait déjà. Alors si vous savez rien, donc, ça pose la question, alors, dans tous les apprentissages, les méthodes de recherche, de travail, etc., qui sont absolument indispensables et évolutifs, il y en a sûrement qui sont essentiels, il faut donc les trier, mais il y a aussi à apprendre un minimum, et ça, c'est l'apprentissage collectif défini pour la société. C'est ce qui fait société. Enfin, si on n'a pas des savoirs communs, donc, et là, on est en peine aujourd'hui. Parce que l'évolution des savoirs étant exponentielle, les connaissances étant à disposition, se définir. Alors là, le débat, on tombe sur le socle, est-ce que c'est un SMIC, est-ce que c'est... Voilà, donc c'est très compliqué définir aujourd'hui. Et quand je redis combat entre les disciplines, c'est que personne n'est prêt. Dans les disciplines, quand vous êtes à un certain niveau, au niveau syndical, personne n'est prêt à en rabattre sur ce qui semble essentiel. Moi, je suis mathématicien de formation. Bon, alors on nous dit que les résultats en maths sont absolument affligeants. C'est vrai que j'ai tendance à penser entre les savoirs que j'avais, moi, quand j'avais 8 ans, et ceux qu'ont ma petite fille, qui pourtant est brillante. J'ai l'impression qu'il y a un monde considérable, parce que le monde a changé, parce que le contact que j'avais, moi, autrefois, pas au 19e siècle, mais au 20e, était très différent, avec les nombres, avec les billets, avec... L'enfant que j'étais, il avait un contact réel. Aujourd'hui, tout a changé. Donc, qu'est-ce que je peux exiger? Je vous le disais dans la voiture tout à l'heure, moi, je me pose des questions vraiment très, très fortes sur le minimum des connaissances. Alors, par exemple, parce que si on n'apprend pas quand on est petit, alors là, ça va être difficile. Donc, il faut apprendre. Moi, je ne dis pas que je suis absolument incapable de réciter tous les vers en latin que j'ai appris quand j'étais sur les bords du lycée. J'en suis incapable, et pourtant j'en ai appris avec tout ce qu'il y avait qui était nécessaire à apprendre à ce moment-là. Est-ce que ça m'a formé ma mémoire? Peut-être. Est-ce que ça m'a formé à autre chose? Est-ce que j'y reviendrai? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup appris depuis. Mais quand même, il y a un fond. Donc, quel est-il? Quel est-il aujourd'hui? Ça, c'est très compliqué. Et quel est le minimum? Quand on dit au minimum apprendre à lire, à écrire et à compter, Éric Brouillard a rajouté à computer. C'est pas très beau, mais on voit ce qui est derrière, la pensée computationnelle, je n'ai pas le temps de développer. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Apprendre à lire, à écrire et à compter dans une société. Alors, Jean-François Rouet a des réponses avec son regard de cognitiviste sur la progression, l'éducation aux médias, à l'information. Ça suppose une progression. On ne compare pas à 6 ans, à 8 ans. Une infinité de textes qui nous arrivent. On va comparer 2 textes, ou d'abord un texte, chez des informations, d'où vient-il, etc., etc. Donc tout ça est compliqué. Et même sur les mathématiques, est-ce que c'est utile? Moi, j'ai enseigné à extraire des racines carrées à mes élèves, racines cubiques, ça ne sert plus à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut enseigner, par exemple, la division aux élèves, au sens technique opératoire? Qui, dans la salle aujourd'hui, se réfère, et vous êtes tous des collègues chevronnés, mais si je vous faisais faire une division décimale, est-ce que vous sauriez vraiment repositionner les virgules ici ou là? Et pourtant, c'est des savoirs qu'on demande aujourd'hui à l'école au niveau du CM2.
Alors, et j'étais tout à fait pas hostile à développer ces savoirs, parce que en développant ça, quand vous faites, je sais pas, même une division plus simple, 245 divisé par 32, ben, il y a un vrai exercice mental à faire. Mais à l'école, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me dire que je vais apprendre, si je leur donne 245 par 32, à savoir qu'à peu près c'est 240 divisé par 30, et qu'en gros ça fait 8. Donc, est-ce que c'est ça qui est plus important, ou est-ce que c'est plus important d'apprendre une technique opératoire basique? Ou en apprenant la technique opératoire, est-ce que je vais faire d'autres exercices? C'est-à-dire que je fais poser des opérations, je fais des multiplications, et en faisant ça, je fais des additions, des soustractions, et je fais tout mentalement. Qu'est-ce qui est important? Ben, aujourd'hui, demain, le Conseil supérieur des programmes nous donnera des indications. J'espère, comme je vous l'ai dit, qu'on mobilisera l'ensemble de la communauté éducative dont que vous êtes, pour avoir des réponses adaptées à chaque niveau, parce que je ne crois pas qu'il y ait une réponse universelle. Celle qui est universelle, elle doit quand même se centrer sur des minimums fondamentaux à savoir, et c'est pas facile de les définir aujourd'hui. Quelle est l'exigence à avoir en termes d'histoire? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à oublier un certain nombre de grands noms historiques que nous, on a en mémoire? C'est très compliqué à dire, ça. Mais bon, notre système ne fonctionne pas si mal que ça. On a des capacités, à mon avis, de réagir, de définir, de réfléchir, pour peu qu'on fasse une formation continue un peu plus active, comme vous le démontrez aujourd'hui, et qu'on puisse s'engager, je crois, dans des réseaux. Moi, je crois beaucoup, pour demain, à des réseaux de savoir. Vous l'avez justement dit, j'aime beaucoup l'expression des lieux du savoir. Et la façon dont vous avez traité ces lieux du savoir, à la fois en termes de lieux physiques, mais aussi en termes de communauté de pratique, d'échange, ça me séduit beaucoup. Monsieur le professeur, monsieur l'inspecteur général, il nous faut mettre un terme à cette conversation passionnante. Merci beaucoup pour vos interventions vraiment très précieuses pour nous. Merci.